Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode de Money Tree. Alors une fois n'est pas coutume, on va parler de blockchain et de crypto-monnaie aujourd'hui. On va parler de tout ce monde un peu obscur pour la plupart d'entre vous et on va éviter de parler d'immobilier, même si, on le verra sûrement à la fin de l'épisode, on fait toujours le lien avec l'immobilier puisque vous savez que c'est quand même un sujet qui me passionne. Et pour parler de blockchain et de crypto, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Natacha. Salut Natacha. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va bien. Bon, merci de me recevoir du coup dans les locaux que tu occupes chaque jour. Tu nous expliqueras aussi pour une de tes activités ou ton activité principale, tu nous diras tout ça. Oui. Donc c'est Anthony qui nous a mis en relation un ami commun et qui m'a dit tiens, tu devrais faire un épisode sur la crypto et sur la blockchain avec Natacha parce qu'elle s'y connaît quand même pas mal et elle a pas mal de choses à raconter. Donc elle est plutôt discrète mais elle a des choses à partager. Donc du coup on est là, on va partager tout ça. Alors moi j'aimerais bien que tu te présentes quand même d'abord aux auditeurs qui nous écoutent. C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu as fait avant dans la vie aussi et qu'est-ce qui t'a amené à tout ça, à la blockchain? Ok. Déjà, merci de me laisser l'opportunité de me présenter et d'expliquer mon parcours. Moi, j'ai travaillé 6 ans en banque. J'étais conseillère particulière pour le CIC sur le bassin d'Arcachon. J'avais déménagé là-bas à ce moment-là. Et puis, je me rendais compte que la vie me plaisait pas tellement comme ça, se lever tous les jours à la même heure, aller au travail, les perspectives d'évolution. Donc, j'ai commencé à regarder sur YouTube des vidéos de comment changer sa vie. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser d'abord à l'immobilier. Ok. C'était donc, quand ça? Quelle année à peu près? Alors l'année, je saurais pas dire, mais j'ai 35 ans et je devais avoir 28 ans, quelque chose comme ça. Donc je viens pas du tout d'un milieu entrepreneur. À l'époque, mes parents étaient ravis que j'obtienne un CDI dans une banque avec le 13e mois, le 14e mois et les tickets resto. Ouais. Donc, voilà. Est-ce qu'ils t'ont offert un tailleur quand tu as eu ton CDI? À peu près c'est ça. un peu costard pour les mecs et tailleur pour les femmes, mais l'image de la banque. Hein. Oui, tout à fait. Et puis j'ai commencé à regarder ces vidéos, etc., à m'intéresser. Et à l'époque, je faisais pas du tout partie de réseau d'investisseurs ou autres. Donc, j'ai vraiment travaillé de mon côté un peu toute seule. Ce qui était un peu dommage parce que c'est un énorme effet de levier de pouvoir partager ça avec plein de monde pour éviter des erreurs. Et donc, du coup, j'ai commencé à acheter ma première résidence principale, une maison que j'ai entièrement retapée le week-end, en plus de en plus de mon travail. En regardant des tutos? En regardant des tutos. Après, mon père rigolait beaucoup. Il m'avait montré quand même beaucoup de choses. Mais ce qui était placo, poste de parquet, faïence, etc. Donc, ça m'a pris 1 an de faire ça le week-end. Une maison 100 mètres carrés. Donc, Suite le week-end, en plus, tu bossais le samedi? Oui. Ouais. Je bossais le samedi. Et puis, je voulais encore plus exploiter ça. Donc, comme j'avais du terrain, j'ai revendu une partie du terrain. Et après, j'ai créé un cabinet médical. Donc, parce que je voulais optimiser cette partie-là du terrain que j'avais revendu à la propre société que j'avais constituée. Et du coup, j'ai fait construire un cabinet médical pour tout ce qui est profession libérale. Ok. Et ça a très bien fonctionné. Donc là, tu louais... Voilà, je louais kiné, ostéopathe, etc. Et en parallèle, j'ai acheté pareil sur le bassin d'Arcachon, un appartement sur plan et que j'ai revendu. Voilà. Tu as revendu depuis, pour quelle raison? Alors, j'ai revendu tout le patrimoine immobilier que j'avais sur le bassin d'Arcachon
pour plusieurs raisons, parce que déjà, je voulais partir vivre en Espagne. Et j'avais acheté avec mon conjoint de l'époque, avec qui je ne suis plus aujourd'hui. Donc, du coup, voilà, il a fallu revendre le patrimoine qu'on avait. Mais tu n'es pas en Espagne non plus, finalement. Toi, tu n'es pas partie en Espagne? Si, je suis partie. Ah, tu es partie en Espagne? Si, je suis partie. Tu vas nous expliquer ça. Oui, je suis partie vivre en Espagne, oui, tout à fait. J'avais besoin de voyager, voilà. Okay. Donc du coup, ces opérations-là immobilières, m'ont permis de démissionner de mon travail, parce que j'avais suffisamment de côté, et j'étais contre, entre guillemets, un peu le système français de chômage, d'aide au logement, etc. Donc j'ai vraiment à l'époque démissionné de mon travail, sans rien demander à l'État. J'avais calculé pour faire en sorte d'être totalement autonome, parce que c'est bien de démissionner de son travail et vivre de l'immobilier, mais si c'est pour être dépendant d'un État, pour moi, c'était la même chose. Je voulais vraiment faire mon propre argent toute seule et dépendre de personne. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Et je me suis dit, tout mettre dans l'immobilier, c'était pas tout à fait la stratégie que je voulais me diversifier. Et c'est comme ça que je suis tombée sur un article sur les crypto-monnaies, Bitcoin, etc. Et je crois que ça c'était en 2019 ou 2018. Ça rejoignait en plus un peu ce mindset de dire je veux pas dépendre de l'État. Oui. J'ai travaillé en banque, donc je connais bien le monde bancaire. Exactement. Donc du coup, je me suis dit, donc j'ai commencé à réfléchir à tout ça, au prix que j'avais besoin, au montant que je voulais garder entre guillemets pour ma retraite, au montant que je voulais mettre pour l'immobilier, au montant que je voulais mettre dans les crypto-monnaies. Voilà, j'ai calculé mon risque. Et j'ai mis en place toute ma stratégie, en fait, financière pour cette nouvelle vie. Ok. Comment tu l'as ventilé, justement, tout ça? Tu t'es dit quelle proportion? Comment tu es arrivé à trouver un maillage qui te convenait? Tout dépend. Je pense que ça rentre... il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Personnellement, j'ai pas encore d'enfant, donc j'avais pas aussi cette responsabilité-là. Si je me plantais, j'étais quand même, entre guillemets, toute seule. Donc ça, je pense que c'est un facteur qui joue énormément. Je vis avec très peu. Je suis pas du tout dépensière ou gourmande à ce niveau-là. Donc je sais que moi, en plus notamment en Espagne, je veux dire entre 1000 et 2000 euros par mois, j'arrive à voyager, à vivre convenablement, à me louer une habitation. Voilà. Donc ça, pour moi, c'était suffisant. Et c'est comme ça que j'ai calculé, que j'ai fait ma répartition de risques. Ok. En fait. Et à l'époque, pour moi, me semblait cohérent de mettre 15 000 euros dans la crypto-monnaie. Je me suis dit, si je les perds, bon, ça fait toujours un peu mal, mais je me suis dit, si je les perds, voilà, il n'y a pas de souci. Ça allait pas impacter tout le reste. Ok. Voilà. C'est comme ça que j'ai fait ma répartition. Donc 15 000 euros dédiés à la crypto en 2019. Oui. À ce moment-là, est-ce que tu avais déjà une connaissance du sujet ou tu t'es dit, voilà, je vais apprendre en mode autodidacte? Pas du tout. Je me suis formée avant de mettre cet argent-là. Je me suis pris des formations payantes. J'ai lu beaucoup de livres. J'ai regardé un petit peu. À l'époque, il n'y avait pas du tout autant d'informations que maintenant. Donc maintenant, c'est plus facile, je trouve. Et je suis pas rentrée avec 15 000 euros d'un coup. Ça a été réparti à peu près sur 6 mois. Où je suis rentrée petit à petit. Et honnêtement, il y a des soirs, je me suis dit, bon, t'as mis 15 000 euros à la poubelle, c'est perdu, tant pis, t'as essayé. Et en fait, pas du tout. Dans la même année, en fait, il y a eu un bull run, et du coup, j'ai récupéré tout mon investissement initial, puisque c'était pour moi une priorité. Et après, j'ai laissé le reste et... je l'ai fait fructifier, je l'ai développé. J'avais mis en place toute ma stratégie en amont. Ok. Bull run, juste pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? C'est quand, pour faire simple, parce que j'aime bien parler avec un langage simple, c'est quand toutes les cryptos montent d'un coup, que ça soit les crypto-monnaies natives comme Bitcoin, Ether, ou alors tous les altcoins, donc toutes les autres. Elle monte en flèche et c'est le bon moment du coup pour vendre et récupérer des gains si on a acheté quand c'était plus bas. Et donc bull run, c'est effectivement c'est quand tout monte, quand tout se casse la gueule. Bon, personne n'a envie d'en parler parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de déni de la crypto quand tout se casse la gueule. C'est ça.
Donc à ce moment-là, tu es en 2019. Là, tu es déjà déménagé en Espagne. J'avais déjà déménagé en Espagne. J'aime beaucoup ce pays. Et du coup, j'avais envie de faire un peu comme on pouvait voir sur les réseaux, en fait. Les gens qui voyagent, digital nomades. Ouais. J'avais besoin simplement de mon ordinateur. L'immobilier que j'avais vendu, je voulais me le refaire, racheter l'immobilier en Espagne. Voilà. Donc, Tu as pu le faire? J'ai pu le faire, oui. J'ai pu le faire. J'ai acheté un appartement à Séville, Ok. voilà, qui est loué. Bien évidemment, à ce moment-là, c'était un détail auquel je n'avais pas réfléchi. C'était l'effet du crédit immobilier, en fait. Donc, en fait, une fois qu'on a démissionné et qu'on gagne notre propre argent, ben, c'est vrai que les banques, pour eux, c'est pas du tout sécurisant comme métier. Alors que pour moi, ça l'était plus. Parce que je dépendais de personne, mais pour eux, non. Donc, du coup, cet appartement-là, j'ai dû l'acheter cash. J'ai pas pu utiliser de crédit. Mais je me suis dit, au moins, j'ai ça, il est payé, il me rapporte des loyers. Ok, donc ça, tu l'as toujours? Je l'ai toujours, oui. Ok, donc c'est bien, tu as un rendement Oui. dessus, ça te permet d'avoir une rente, quoi. C'est ça. Ouais, ok, et il est géré là-bas? Oui, Quelqu'un le gère, oui. c'est facile? Oui, Ouais. quelqu'un le gère parce qu'à distance, c'est pas possible. Et donc, du coup, j'ai commencé à voyager. J'ai vécu un certain temps à Majorque. Donc, mes revenus me permettaient de louer une belle villa. Ok. Voilà, j'ai vécu à Malaga, j'ai vécu à Alicante. J'ai un petit peu bougé. Et en fait, alors je n'utilise pas du tout les réseaux sociaux, mais en fait, ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, c'est peut-être vrai pour les autres. Mais moi, à ce moment-là, je me suis aperçue que toute seule, derrière son ordinateur, loin de sa famille, loin de ses amis, même si on voit des endroits magnifiques, quand on est, entre guillemets, en haut du sommet et qu'on voit quelque chose de magnifique, mais en fait, on se retourne et il nous manque quelque chose, en fait. Moi, c'est le sentiment que j'avais à ce moment-là. Tu as eu une perte de lien social oui, aussi. Oui, complètement. C'est marrant, j'en parlais, tu vois, pas plus tard que cette semaine avec des personnes qui veulent vivre de l'immobilier, qui veulent être rentiers, etc. Mais je dis, tu sais, quand t'es rentier, t'es tout seul à être rentier, en fait. Autour de toi, personne ne l'est. Donc toi, tu veux te barrer une semaine, mais tu vas te barrer tout seul. C'est ça. Et la vie de 95% des gens, en fait, c'est aller au boulot tous les jours et en profiter 5 semaines dans l'année, pendant les vacances, c'est un peu le week-end. Ouais. Et quand t'es rentier, effectivement, soit t'es contre rentier, mais bon, au final, c'est quand même hyper, tu vois, exclusif, je trouve. Et exclusif dans les deux sens du terme, péjoratif et le terme en plus sympa, enfin le côté sympa du terme exclusif. Mais effectivement, ça, je partage carrément ton avis. Donc là, t'as eu ce besoin de recentrer un petit peu finalement tes objectifs aussi, j'imagine. Oui, j'ai eu besoin entre... comme tout, hein, une séparation, c'est comme un divorce, un deuil, etc. Tout le monde sait que c'est pas facile. Ouais. Donc ça, le fait d'être éloigné de chez moi, j'avais beaucoup gagné en crypto et j'ai entre guillemets mal réagi parce qu'en fait, je m'étais mentalisée à perdre cet argent, mais je m'étais pas mentalisée à gagner autant. Ok. Et c'est quoi autant? Tu peux nous en parler? Je suis montée jusqu'à 1 million d'euros. Ok. Mais à partir de 15 000 euros? Oui. Ouais. Mais du coup, j'ai été prise de court et j'ai fait des erreurs. Lesquelles? Des erreurs toutes bêtes techniques. Je me dépêchais de faire un transfert, mais je l'envoyais pas sur la bonne RAID, on va dire, pas la bonne banque. C'est comme si je m'étais trompée de RIB, sauf que dans les crypto-monnaies, il n'y a pas de machine arrière possible. Oui. C'est perdu. Donc tu es trompée de clé? Ça, c'est quoi? C'est comme des clés quand t'envoies... C'est ça. Okay. Je me suis trompée de clé. Oui, tout à fait. Donc, tu fais une erreur de caractère, c'est foutu, tu sais plus où est passé. Exactement. Ou des fois, vite, on veut acheter une crypto-monnaie parce que c'est une bonne occasion, sauf qu'il y a des petits malins qui créent les mêmes crypto-monnaies alors qu'il n'y a rien derrière. Ah oui, ils dupliquent. Et voilà. Et si on n'a pas bien vérifié les liens, voilà, j'ai fait plusieurs erreurs comme ça. J'avais pas sécurisé... une wallet, donc j'ai perdu ça aussi. Wallet, pareil, tu peux nous expliquer pour vulgariser un peu les termes. Un portefeuille numérique. Voilà, okay. Sur lequel tu stockes tes cryptos. Sur lequel on stocke les crypto-monnaies. Voilà. Et voilà, plein d'erreurs comme ça. Donc là, tu as perdu du pognon? Oui, j'ai perdu de l'argent, des mauvaises associations, parce que du coup, voilà, tout ça fait que j'ai perdu de l'argent. J'ai perdu ce million d'euros. Ok. Voilà. T'es monté à 1 million d'euros et t'as perdu tout le million d'euros? Il me reste 200 000 à peu près. Ok. Il te reste du 100 000 aussi du fait de la baisse des cryptos aujourd'hui?
Oui, ou pas tout inclus. pas que des erreurs, mais parce Pas que que des erreurs et de la baisse aussi. On pourra peut-être y revenir après, mais effectivement, on passait d'un bitcoin à 60K à un le bitcoin bear à market 15K. fait mal. Hein. Voilà. Ça fait un an, je ferme les yeux. Quoi. Je regarde pas, je me dis, Ouais. je laisse de côté. Ouais. Mais tout confondu, voilà, à peu près aujourd'hui, il me reste 200 000 € en crypto. Ok. T'as Voilà. jamais cash out? Ok. Donc, ouais, c'est vraiment un placement que tu mets de côté. Oui, parce que il y a plein de profils différents sur les cryptos. Il y en a voilà, qui font du trading à très court terme. D'autres vont acheter des monnaies Bitcoin, Ether, voilà, des choses très classiques, le laisser vendre à certains moments. Voilà. Moi, ma stratégie à moi, comme pour moi, je démarrais avec pas énormément, il fallait que je trouve des crypto-monnaies qui avaient du potentiel. Donc du coup, et comme j'aime énormément l'analyse, tout ce qui est analyse d'entreprise, etc., du coup pour moi, je voyais ça comme ça. Derrière chaque crypto-monnaie, c'est un projet. Et en fait, j'analysais ce projet, vraiment le potentiel qu'il y avait, etc. Donc j'ai toute une checklist avec un certain nombre de questions sur cette fiche. Et si j'ai pas la réponse à toutes ces questions-là, je vais pas investir mon argent dedans. Ok. Voilà. Comme peut le faire un investisseur immobilier. Exactement. Et donc, du coup, j'ai commencé avec 10. Maintenant, j'en ai 60, 70, à peu près, crypto différentes. Et du coup, et à chaque fois, j'avais une stratégie. Quand ça fait, je vais dire une bêtise, hein, mais quand ça fait un x2 ou x3, tel crypto, je vends 20%. Ok. Je le récupère, ainsi de suite. Voilà, j'avais mis ça en place. Très mathématique. Voilà, pour vraiment multiplier mes gains. Alors, quelquefois, j'ai pris des risques assez importants sur notamment 5 projets où vraiment je croyais beaucoup en ces projets-là. Et sur cela, pour que j'ai des gains importants, il fallait quand même que je mette une mise de départ importante, parce qu'il n'y a pas de secret. Donc du coup, sur ces projets-là, j'ai mis quand même un assez gros montant. Voilà. Tu peux nous en citer, des projets? Par exemple, le projet OneCli. C'est une boîte espagnole. Voilà, sur CoinMarketCap, on peut le voir. Ça, les Whoops, en diminutif. Okay. Et c'est un projet espagnol qui... j'étais là au tout début, j'étais là à l'ICO, donc c'est-à-dire quand ils commencent à créer le projet, quand c'est en pré-vente. Quand ils font une mise, une mise du coin, en fait, c'est ça, de la crypto. Tout à fait. Une mise sur le marché. Où il y a une quantité, donc à l'époque c'était assez lucratif, il y a une quantité limitée, un tarif logiquement qui est réduit. Dès que ça rentre sur le marché, déjà ça prend un peu de valeur. Ouais. Et je suis sur ce projet-là depuis le début. Et ça touche à tout ce qui est aussi création de NFT, donc art virtuel. Et l'un des fondateurs de cette crypto-monnaie-là a aussi créé une banque digitale qui s'appelle Sorus, et dans lequel j'ai acheté des parts aussi de cette banque. Okay. Voilà, il a créé un livre. Voilà, il y avait donc, tu as acheté les parts en crypto aussi avec le token? Non, ça j'ai acheté en euros. Okay. En euros, ok. En euros, oui. Oui. Et donc, c'est un peu comme Revolut ou autre. Hein. C'est une vraie banque où on peut payer en euros ou en dollars avec une carte bleue, etc. Okay. Ouais, donc c'est vraiment séparé du projet. C'est séparé, mais à terme, ça a amené à être lié puisqu'ils vont proposer d'acheter des matières premières dessus, mettre votre argent sur n'importe quelle devise, etc. Donc, c'est vraiment un projet à long terme. Ouais. Ça va mettre des années à se développer. Mais du coup, j'ai pas mal misé sur ce projet-là. Voilà. Tu disais 50-60 cryptos différentes, ça fait quand même beaucoup de projets à suivre. Ça fait beaucoup, Est-ce que tu arrives aujourd'hui à gérer justement tout ça, à suivre les projets qui vont se casser la gueule? Parce qu'il y en a beaucoup qui meurent aussi des projets. Oui. Il y en a beaucoup qui profitent d'ICO aussi pour créer de la valeur eux-mêmes. Finalement, c'est les fondateurs qui s'enrichissent. Est-ce que du coup, tu arrives à suivre? Ces dernières années, j'y arrivais très bien puisque j'avais que ça. Ouais. Quand j'ai vu que je ne pouvais plus emprunter pour acheter l'immobilier, je me suis dit, t'es bloqué. Donc, il faut soit faire beaucoup de cash, soit retrouver une activité qui rentre dans les normes de banque. Donc, du coup, j'ai pu me concentrer ces dernières années pendant que je voyageais seulement aux crypto-monnaies. Donc, j'y arrivais très bien. Quand tu étais toute seule, justement, avec ton sac à dos. Quand j'étais toute seule, voilà, mes moutons à Majorque, voilà, c'était parfait. Mais du coup, j'en ai eu marre de cet isolement. Et du coup, voilà, quand je suis revenue en France, et je me suis vraiment relancée dans l'immobilier, puisque maintenant, je suis aussi agent co
pour Avantgarde Transactions, donc agent commercial dans l'immobilier, là, c'était plus possible. Parce que se lancer dans une nouvelle activité, ça prend beaucoup de temps. Et je suis passée de 3/4 immobilier à seulement 1/4 de temps pour la crypto-monnaie. Ok. Et donc, du coup, là, gérer 60 cryptos en plus de mon travail, c'est assez lourd. Ouais. Mais malheureusement, dans la période de bear market, c'est pas le moment pour moi. C'est pas le bon timing pour arbitrer, là. Voilà. Donc là, du coup, j'ai revu toute ma stratégie. Et j'attends le prochain bull run pour vendre quasi 3/4 de ce que j'ai et en garder maximum 15 projets que vraiment je vais suivre. Une partie, je le retirerai en euros, sûrement pour acheter de l'immobilier avec. Et l'autre partie, je vais me concentrer sur 15 projets et pour les suivre bien, des projets plutôt solides. Voilà. Et je garderai, parce que j'aime bien ça, un petit 5% pour jouer un peu. D'exotisme. D'exotisme dans déjà quelque chose qui est relativement exotique quand tu parles de gestion patrimoniale de manière générale. La crypto, c'est déjà mis dans le secteur exotique. Oui, en tout cas, je ne le vois pas comme ça, c'est vrai, mais oui. Mais c'est par la plupart des gens, c'est comme ça, et surtout dans le monde de la finance. Ok. Qu'est-ce qui se passe quand tu retires en euros ? Eh bien, il faut passer par la case impôt. Flat tax. Flat tax, 30% sur les plus-values immobilières, quoi. Comme en bourse, quand tu prends des dividendes, par exemple. Ok. Tout à fait. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de... Je pense qu'on va peut-être se laisser soit l'occasion de faire un autre épisode ou des capsules peut-être à l'avenir sur la théorie, tu vois, de la blockchain. Qu'est-ce que c'est la blockchain ? Qu'est-ce que c'est les cryptos ? Parce que souvent les gens font l'amalgame, hein, tu vois, entre la blockchain et la crypto, ce qui n'a absolument rien à voir, quoi. Non, ça n'a rien à voir. Je pense qu'on pourra peut-être se laisser un peu de temps plus tard pour faire ça. Tu vois. C'est bien de rester sur ton histoire. Est-ce que toi, tu as vécu dans ce monde de la crypto ? Tu me disais tout à l'heure, avant qu'on tourne l'épisode, que par exemple, tu avais acheté de l'immobilier dans le métaverse. Ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Moi, j'y connais absolument rien, tu vois, là-dedans. Moi, je me dis, mais comment je vais mettre un coup de marteau là-dedans, tu vois, pour aller faire des travaux. Comment je vais démolir, comment je vais rénover. Finalement, les rénovations, ça doit se passer super vite dans le virtuel. C'est très rapide. Tu cliques. Donc, tu peux nous expliquer comment ça marche, tout ça ? En fait, je voulais, comme pour l'immobilier, je me suis dit, c'est bien d'acheter des crypto-monnaies, mais je voulais aussi me diversifier dans ce domaine-là. Et tout ce qu'on appelle NFT, donc ça veut dire non-fungible token, en fait, ça permet... c'est ce qu'on appelle de l'art virtuel. Et à un moment donné, il y avait beaucoup de polémiques là-dessus, parce que les personnes trouvaient ça totalement aberrant, qu'il y ait de l'art virtuel, etc., qu'on puisse pas le toucher concrètement. Voilà, ils ne comprenaient pas. Et en fait, l'art, c'est très subjectif. Je vois pas pourquoi un art virtuel derrière un écran serait moins bien que un tableau fait par un peintre. Certaines personnes vont l'apprécier, d'autres non. Voilà, l'art c'est très personnel. Ouais, tout à fait. Voilà, et ce qu'on voit aussi, c'est que nos modes de vie ont changé. Donc c'est bien de posséder des statues, des tableaux, etc. Mais maintenant on voyage beaucoup, alors que quand on a de l'art virtuel, eh bien on peut le mettre sur une petite clé, le mettre en sécurité, et c'est beaucoup plus pratique. Et ça permet aussi de faire de la transmission de richesse générationnelle. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, comme j'aime aussi l'immobilier, c'est pour ça que je me suis lancée d'acheter un penthouse. Un penthouse, ok. Voilà, avec vue sur Paris, dans l'immobilier, en fait, dans le métaverse, en fait. Alors, comment ça marche ? Alors, en fait, il existe des plateformes plus ou moins importantes, donc des sites internet. Moi, je suis passée par la plateforme Excusable. Parce que je trouvais qu'elle était assez rassurante. Ils ont fait pas mal de projets, ils commencent à être assez connus, ils sont spécialisés là-dedans. Et ils avaient sorti une collection de 5000 exemplaires de penthouse, avec une vue dans 5 villes différentes. Alors, il y avait Paris, Dubaï, après les autres, je ne sais plus, il faudrait que j'aille voir sur le site. Mais donc, du coup, je me suis dit, la rareté fait que, logiquement, avec le temps, ça devrait prendre de la valeur. Il m'a coûté à peu près $2000. Ah oui. Voilà, en Ether, donc c'est rien du tout. Donc je me suis dit, le risque, il est vraiment tout petit. Et c'est quelque chose qui peut énormément prendre de la valeur avec le temps. T'as une rente ?
Alors, je suis en train de voir pour avoir une rente, pour l'exploiter. Je suis en train d'analyser là, avec une société qui est sur Albi, où je pourrai en parler par la suite si ça fonctionne. Ouais. Parce que je n'ai pas le temps de le rentabiliser. Mais du coup, eux, ils s'occuperaient effectivement de le rentabiliser pour moi. C'est-à-dire, par exemple, si des personnes veulent faire une visioconférence professionnelle via Zoom ou autre, plutôt que de le faire sur un serveur classique, ils peuvent le faire dans mon appartement, virtuellement, avec un casque de réalité augmentée, créer leur petit personnage avatar et faire la réunion sur des lieux un peu différents, quoi. C'est dingue. Voilà. Parce qu'effectivement, autant je vois... je vois, mais de très loin, l'intérêt de la possession, tu vois, de se dire, OK, je possède un truc dans le métaverse, etc. Autant louer un truc, tu vois, dans le métaverse, je me dis, tu vois, sur l'usage, je me dis, là, on en est quand même encore loin. Et puis, c'est quoi ma valeur, en fait? Enfin, quelle valeur je vais créer en louant quelque chose? Là, je comprends, OK, l'utilisation professionnelle, en fait, tu loues un environnement. Voilà. Exactement. Mais bon, tu loues pas pour dormir dedans tous les soirs. Non, parce que je loue pour un thème bien précis. Et si je me mets en contact avec certaines personnes qui ont par exemple des tableaux virtuels, ils peuvent les accrocher chez moi. Et à ce moment-là, lorsque les gens viennent faire la réunion, de mémoire, il y a une capacité de 50 personnes, 50 invités. Okay. Si éventuellement certains sont intéressés pour acheter de l'art virtuel, parce qu'ils l'ont vu, ils peuvent le faire. Et là, tu mets ton casque virtuel, oui. Je loue ton penthouse, je mets mon casque virtuel, je fais un séminaire dans ton penthouse virtuel. C'est ça. Donc chacun doit avoir un casque et chacun se voit matérialisé dans l'environnement virtuel. Tout à fait. Ça tout à fait. Okay. Et ça peut être sympathique parce que souvent quand on fait des visios, on est chez soi avec un fond classique. Là, on peut créer son petit personnage avatar qui nous ressemble totalement. Il y a même sur le toit terrasse de l'appartement un héliport qui est prévu. C'est vrai qu'avec la vue sur Paris, tu as un rooftop forcément. C'est ça. Donc on peut, un héliport. Donc on peut avec supplément acheter des accessoires ou comme un hélicoptère pour arriver en hélicoptère. Mais justement, moi, je sais jamais où me mettre avec mon hélico. Du coup, ça m'intéresse de venir me mettre chez toi, sur le toit, c'est nickel. C'est ça. Et puis là, ça paraît un peu très lointain, mais il faut pas qu'on oublie que Internet a mis réellement 20 ans à se développer. Comme je disais, j'ai 35 ans. Moi, je me rappelle quand on a été mon premier ordinateur portable, j'étais quand même au lycée. Sinon, à la maison, on avait un vieil ordi qui prenait beaucoup de place. C'était une demi-heure pour ma sœur et pour moi par semaine parce que ça coûtait très cher. Avec le modem qui faisait des bip 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 pour se connecter. C'est ça. En 56K à l'époque. Exactement. Alors que maintenant, on ne pourrait plus vivre sans Internet. Et ça a mis 20 ans à se développer. Je pense sincèrement que cette technologie mettra 2 fois moins de temps. Et dans quelques années, on va utiliser la métaverse. Donc, comme chacun aujourd'hui a un téléphone portable, sûrement que dans quelques années, chacun aura ses lunettes de réalité augmentée ou même une technologie encore mieux que ça pour soit aller faire ses courses dans un supermarché virtuel et ça arrive directement à la maison, faire des visios pour le travail. Voilà, il est estimé qu'on passera entre 2 à 3 heures par jour dans ce monde-là virtuel. Très intéressant, là, tu vois, le sujet que tu ouvres sur les courses, je trouve, effectivement, de représenter le magasin. Là, on connaît tous, évidemment, les courses en drive. Moi-même, j'utilise que ça. Mais en fait, là, tu te dis, oui, tu te balades et c'est une autre expérience. Parce que le drive, effectivement, c'est des photos à plat, en 2D. Des fois, tu n'as même pas le visuel. Là, vraiment, tu peux éventuellement toucher le produit virtuellement, le retourner. C'est vraiment plus intéressant. Ok. Tout à fait. Je vois le principe. Alors, il y a un truc que je me demande quand même, tu vois, quand tu me dis j'ai acheté un penthouse vu sur Paris, qu'est-ce qui fait la rareté? Parce que sur Paris, tu veux acheter un truc, tu peux pas construire, par exemple, aujourd'hui. Tout est déjà pris. Comment c'est matérialisé le nombre de biens que tu as dans une ville, quoi? J'arrive pas à me rendre compte. C'est pour ça qu'il faut bien se renseigner parce que des villes virtuelles, il y en a plein. Certains achètent des terrains. En fait, le même monde qu'ici a été représenté dans la métaverse. Donc ça veut dire que si j'achète un truc sur Paris, c'est vraiment des immeubles de Paris qui existent, que je peux voir en vrai ou pas? On peut acheter des parcelles. Non, alors il y a 2 types de métaverse. Il y a celle qui est uniquement virtuelle, où on peut y accéder seulement qu'avec des lunettes de réalité augmentée. Et il y a celle qui peut se
transposer, si j'ai envie de dire, à la vie réelle. Ok. Donc, par exemple, on peut aller virtuellement dans le magasin Adidas, essayer des vêtements. Les plus grandes marques sont déjà dans la métaverse. Ouais. On l'achète et ce produit-là arrive réellement, physiquement chez nous. Ok. Donc là, c'est une expérience déportée, C'est ça. mais il y a quand même une connexion avec la réalité. Tout à fait. Là, l'immobilier, ça reste de l'immobilier virtuel que j'ai acheté. On ne va pas me donner les clés d'un penthouse à Paris. Ok. Par contre, dans l'avenir, bientôt, on pourra effectivement faire des visites de biens qui existent dans la vraie vie, les acheter dans la métaverse et les récupérer physiquement. Ok, mais Pour l'instant, c'est encore un peu tôt. Mais par exemple, aujourd'hui, si à Paris, admettons, je dis un chiffre complètement au hasard, à Paris, on va dire, il y a, je sais pas moi, 100 000 appartements aujourd'hui dans Paris. Est-ce que dans le métaverse, j'en ai que 100 000 au max, ou j'en ai beaucoup plus que ça à l'infini, et du coup, ma rareté, elle est quand même moindre que sur le marché réel? J'ai pas de réponse précise parce que tout est en train d'évoluer et ça change très rapidement. Mais après, il faut se renseigner sur un projet. Si par exemple, on achète un produit parce qu'on pense qu'il n'y en a que 5000 et cette entreprise-là décide 6 mois après d'en créer 10 000 de plus, ben, la rareté, en fait, elle a disparu. Ouais, mais du coup, qu'est-ce qui peut limiter cette entreprise, justement? A priori, elle n'est pas limitée. A priori, j'ai l'impression que c'est chaque Il faut se renseigner. créateur. Il faut se renseigner, ouais. Il faut regarder ce qu'on appelle le livre blanc, le white paper de chaque projet, voir ce qu'il est inscrit dedans. C'est pour ça que ça prend du temps. Voir si effectivement il se laisse la possibilité de faire évoluer ça, quel risque on prend du coup, etc. Ouais, donc c'est vraiment par projet et par émetteur, mais plutôt que par ville, quoi. Tout à fait. Par exemple, sur la crypto-monnaie sur Decentraland, c'est le même monde qu'ici, mais dans la réalité virtuelle. Il existe des casinos où les gens peuvent jouer au casino depuis chez eux. Donc voilà. là, ils utilisent des crypto-monnaies et des projets blockchain relatifs à des casinos aussi, c'est ça? Tout Oui, vient tout à fait. tout vient se plugger dessus? Oui, ils ont leur petit avatar, leur réalité. Ils vont jouer au casino comme s'ils étaient dans un casino physique. Ils peuvent gagner de l'argent. Et ils ou peuvent en perdre. utiliser des coins de différents projets. Ou forcément du projet Decentraland. Alors, ça dépend. Ça dépend des projets. Certains créent leur propre coin. À ce moment-là, il faut utiliser ça. Ouais. Et d'autres, on peut en utiliser plusieurs. Mais ça, c'est amené à bouger. Okay. Voilà. Chaque projet est différent, passe pas sur le même réseau. Voilà. Donc là, il faut se renseigner là-dessus. Ok. Toi, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui cet appartement si tu veux le vendre? C'est liquide, ça? Alors, il m'appartient du coup, puisque comme je disais aussi, NFT, ça veut dire qu'il y a, j'ai la propriété de cet appartement-là, en fait. Je peux le vendre. Je pense pas que ce soit intéressant financièrement parlant, parce que je pense que c'est trop tôt. Ouais. Mais effectivement, je peux le vendre. Ok. Voilà. Et du moment que je le vends, je vais transmettre la propriété de ce bien-là à quelqu'un d'autre. Bon, très clair. Après, tu parlais effectivement de faire le lien entre l'immobilier virtuel et l'immobilier physique. Donc, j'avais fait un épisode avec Jean-Marc Jacobson, le fondateur de Realty, sur le sujet. Et justement, moi-même, j'avais investi dans un projet à lui sur Chicago qui tokenise cet immeuble. Et puis, ça m'a permis de l'acheter dans la blockchain. Est-ce que tu peux nous en parler et vulgariser un peu ce concept de tokenisation de l'immobilier? Je vais essayer. Ouais. Je vais essayer. Il va y avoir plusieurs choses, mais pour parler simplement, par exemple, nous, en tant qu'agent immobilier, on est très peu maintenant à avoir de vitrines. On travaille de chez nous, sur des espaces de coworking comme ici, et on n'est pas forcément sectorisé. C'est-à-dire, j'ai la possibilité de vendre un appartement ou une maison à Toulouse, comme à Bordeaux, comme à Paris. Voilà. Mais pour ça, il faut que physiquement, je sois là, par exemple. Pour les visites, que je me déplace, et ça devient compliqué quand les biens sont un peu loin. Avec cette technologie-là, par exemple, je vais pouvoir, imaginons, rentrer un bien sur Paris, faire une réelle visite virtuelle de ce bien-là, et ça me permettra de le vendre à distance, par exemple. Et les gens pourront vraiment le visiter comme si ils étaient dedans. Okay. Ça, c'est la première possibilité. Je pense que ça va résoudre pas mal de problèmes. Okay. Il y a aussi la possibilité, à l'heure actuelle, aujourd'hui, pour vendre de l'immobilier via la blockchain, il faut que toutes les parcelles cadastrales soient renseignées sur la blockchain.
Donc, on en a encore loin. Dans les autres pays, ils ont commencé, mais ici, on en a encore loin. Et à ce moment-là, ça nous permettrait d'acheter l'immobilier directement via les crypto-monnaies. Et la seconde possibilité aussi, c'est qu'aujourd'hui, on achète une maison en entier ou une parcelle cadastrale. Avec les crypto-monnaies, on va pouvoir faire ce qu'on appelle la tokenisation de l'immobilier. C'est-à-dire, on va pouvoir diviser, donner une valeur à plein de petites parts d'une maison. Par exemple, plutôt que de la vendre à un seul propriétaire, puisqu'elle n'a qu'une référence cadastrale, je vais la diviser en 10 morceaux et je vais donner une valeur à chacun de ces parts de maison. Et 10 personnes complètement différentes qui ne se connaissent pas pourront être propriétaires pleinement de leur partie et récupérer de façon automatique, par exemple, une rentabilité, des loyers de ce qu'ils auront acheté. En crypto-monnaie. En crypto-monnaie. Ok. Souvent en stablecoin d'ailleurs, en crypto indexé sur $1 ou sur l'euro. Normalement, je pense que oui, mais après, il est possible par la suite, d'autres crypto-monnaies soient utilisées pour récupérer ça. Alors, je ne sais pas si c'est très clair. Non, mais c'est clair. Moi, je peux donner un exemple concret. J'en avais parlé dans l'épisode avec Jean-Marc, mais pour ceux qui n'ont pas écouté, ou ceux qui l'ont écouté, ça fera un rappel. Mais effectivement, très clairement, moi, je vous prends l'exemple. Donc, c'était un immeuble à Chicago avec plusieurs logements, je ne sais plus combien exactement. L'immeuble faisait 500 et quelques mille dollars. Et ça avait été fragmenté, donc tokenisé, en parts de $55. Et donc, du coup, tu pouvais acheter une part de $55 d'un immeuble à 500 000 $. Donc, ça veut dire que si tu achètes pour 5 000 € de part, hein, donc tu achètes 100 parts pour 5 500 €, bah, effectivement, tu détiens, pas virtuellement, mais pour de vrai. Parce que pour le coup, comme c'est aux États-Unis, c'est autorisé. Donc, on a tous les papiers, on a les certificats de propriété, etc., avec toute la tokenisation de cet immeuble. Bah, tu détiens 1% de l'immeuble si tu as mis 5 500. Et tu touches donc du coup 1% de tous les loyers. Mais tu paies aussi 1% de toutes les charges, évidemment, de la charge de gestion, etc. Et moi, par exemple, elles me sont versées. Alors, au début, c'était tous les jours. Maintenant, c'est toutes les semaines. Parce que, bon, à cause des frais, etc., c'est quand même plus simple de verser toutes les semaines. Et toutes les semaines, je reçois ma quote-part de loyer sur les X milliers de dollars que j'ai mis dans le projet. En stablecoin, qui est en XDAI, je crois. Un truc comme ça, XDAI ou UDAI, je sais plus. Et donc qui est indexé effectivement sur le dollar américain. Et donc je touche ça, et ça je peux décider soit de le réinvestir pour aller m'acheter encore des fragments d'autres immeubles. Alors, bon, c'est toujours des villes un peu sinistrées, hein, Chicago, Détroit, etc. Enfin, je dis sinistré, mais bon, tu vas pas acheter un immeuble à New York de manière tokenisée encore aujourd'hui. Puis je pense que je suis pas sûr que tous les États aussi le permettent aux États-Unis. Mais en tout cas, voilà, moi ça fonctionne. Et donc depuis que je l'ai fait, ça fait quand même plus de 2 ans ou 2 ans et demi, j'ai toujours mes rentes, tu vois, et que ça se cumule sur mon wallet en stablecoin. Et bon, pour l'instant, j'en ai rien fait, je les ai pas réinvestis, mais après, à voir, parce que sur les stablecoins, il existe 3 catégories de stablecoins. Souvent, les gens, quand on parle de stablecoins, ils se disent non, mais j'ai pas de souci, je les ai en stablecoin, je risque rien. Il faut rester quand même très vigilant sur le milieu de la crypto-monnaie, peu importe le sujet, parce que c'est en pleine évolution. Et donc, il y a du positif comme du négatif dedans. Et par exemple, le DAI, c'est un stablecoin, ce qu'on appelle crypto-collatéralisé. Et si tu veux le sortir en monnaie fiduciaire, tu es obligé de le repasser sur un stablecoin adossé à une monnaie fiduciaire. Type USDT ? Voilà, exactement. Donc du coup, tu dois faire une autre conversion pour à ce moment-là le mettre dans la devise de ton choix pour pouvoir le retirer. Ok, très clair. Ouais. Oui, donc du coup, tu prends des frais, quoi. Tu voilà, prends des frais au passage. Du coup, tu prends des frais, donc tout ça, c'est à calculer, mais comme pour un projet IMO. Ça peut être comme des charges de conciergerie, on va dire, c'est à peu près la même chose. Et il faut faire attention parce que ça évolue, et je pense que les stablecoins sont amenés à être... même avant qu'on les transfère en monnaie fiduciaire, à mon avis, les impôts vont passer par là assez plus vite qu'on ne le pense, je pense. Oui, clairement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, tu dis ça parce que la plupart des gens qui sont investis en crypto, quand ils veulent vendre, ils gardent en stablecoin. Et pour le moment, tant que c'est pas transformé en monnaie fiduciaire type euro, dollar, vrai dollar, etc., c'est pas imposé. Mais bon, malgré tout, ça reste une monnaie avec laquelle tu peux acheter des choses, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même aussi des commerces qui Moi, j'ai ma carte Binance, mais il faut quand même le déclarer. Même si vous achetez une baguette de pain. Après, sinon, ça vaut risque et péril. Mais il faut quand même
même. Oui, parce que ça fait la conversion forcément, parce que le commerçant, lui, il va être payé en euros sur son compte. Donc la conversion, elle est faite. Tout à fait. Okay. Bon, très très intéressant. Il faut toujours penser surtout avec tous les événements qui se sont passés dernièrement, FTX, voilà, entre autres Terra Luna, etc. Il faut, et toutes les personnes qui sont importantes dans ce milieu-là le disent très clairement, il faut vraiment penser à sécuriser ces crypto-monnaies. Et alors, si on investit $100, c'est pas bien grave, mais si on veut mettre un certain montant, il faut quand même avoir une stratégie, pas faire n'importe quoi et penser à sécuriser tout ça. C'est quoi que tu suggères justement pour sécuriser tout ça ? Ben, y a différents moyens, mais actuellement, ce qui est le plus recommandé sur le marché, ce sont ce qu'on appelle les wallets froides. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas connectés 24 heures sur 24 à Internet, par exemple Ledger ou TresorX. Voilà, ce sont comme des clés USB qui nous permettent de transférer nos crypto-monnaies là-dessus. La plupart vont là-dessus. Et après, on la déconnecte d'Internet et on peut la mettre dans un coffre ou autre. Et là, on risque rien. Après, c'est sûr, c'est pas exploité au maximum parce qu'on les laisse de côté. Mais si on a des gros montants et on s'en sert pas pour vivre quotidiennement, je pense qu'il faut être vigilant là-dessus. Donc là, on est sur ce qu'on appelle le hard wallet. Oui. Hard parce que c'est un hardware, quoi. C'est un truc qui est palpable comme n'importe quel appareil électronique, à la différence d'un software où là, effectivement, c'est qu'un logiciel, quoi. C'est ça. Ok. Est-ce que... Alors moi, ça fait longtemps que je me suis pas connecté à mon Ledger Live parce qu'effectivement, j'avais une clé Ledger avec quelques trucs dessus et c'est vrai que l'appli est assez sympa parce que tu peux vraiment voir... ça te consolide un peu tout. Mais on peut pas tout mettre, par contre, dessus. Non. Voilà. C'est ça la problématique aussi, c'est que souvent, tu es obligé de laisser quand même pas mal de crypto sur tes exchanges, donc des plateformes d'échange de crypto, parce que si tu veux détenir cette crypto, t'as pas d'autre choix, quoi. Après, je pense qu'il vaut mieux les mettre sur une wallet chaude, style MetaMask, Trust Wallet, plutôt que les laisser sur une plateforme d'exchange, à mon avis. Sauf si tu trades, quoi. Si tu trades, t'as voilà. pas le choix. Là, sinon, oui, t'as pas le choix, parce que sinon, en frais, c'est pas possible. Mais si tu conserves... Si c'est pour conserver, il vaut mieux éviter. Pour toi, MetaMask, c'est le en fait, plus démocratisé. Il est partout, il est très pratique. On peut mettre des cryptos, que ça soit du réseau BNB comme du réseau Ether. Donc, mon Penthouse, je l'ai acheté via le MetaMask sur le réseau Ether. Donc, du coup, c'est... Moi, j'avais créé un coin. Du coup, j'avais fait le test de création de coin. Donc, ça m'avait coûté un peu de gaz sur le réseau Ether et tout, tu vois. Mais je m'étais amusé. Donc, à l'époque, j'étais directeur marketing dans une boîte. Et en fait, j'avais fait le test de créer un coin de la boîte pour essayer d'intégrer un programme de fidélité des magasins retail, tu vois, et sur le web pour avoir un en crypto et qu'en fait, on récompense nos clients en coin de l'enseigne. Bon, en l'occurrence, c'est une enseigne qui s'appelle Iri Jardin. Et donc, c'était l'Iricoin qu'on avait créé avec le directeur de la transfo digitale. On avait fait ça tous les deux. Et on avait, émis, je sais plus, 1 milliard de coins, un truc. Bon, voilà, parce qu'en fait, tu fais ce que tu veux, quoi, quand tu crées un truc. Et on s'était dit, on peut mettre une carte derrière ça, tu vois, et donner des coins. Et après, les gens viennent les transformer en points fidélité, tu vois. Et ça permet de vulgariser, démocratiser un petit peu la crypto-monnaie. Bon, très clairement, la cible, la clientèle n'était pas du tout, je pense, prête à ça. Mais en tout cas, on s'était éclaté à créer ça et on les a sur MetaMask. Donc aujourd'hui, lui, il en a la moitié, moi, j'en ai la moitié. Donc tu vois, j'ai 500 millions de Iricoin qui ne servent à rien et qui valent absolument rien, mais je les ai. Tu vois. Et effectivement, MetaMask, ça te permet de stocker n'importe quoi. Tu vois, tout à fait. Voilà. Mais oui, donc c'est là que tu te dis quand même, effectivement, il y a quand même des gens qui peuvent créer des trucs qui n'ont aucune valeur. Et c'est là que tu fais de la création de valeur. Peuvent après raconter une histoire, monter vraiment le cours de ce coin en flèche. Eux s'enrichir parce qu'ils soldent la grosse partie, la grosse majorité des coins. Et après, tac, ça plie boutique, quoi. Oui, c'est ça. Donc, il faut être vigilant là-dessus parce que... Voilà, il faut bien se renseigner sur un projet. Mais après, ce que tu as fait, c'est une super idée parce que sans que ça soit un projet qui prenne une ampleur mondiale, on peut faire un projet comme ça pour récompenser la fidélité des clients ou par exemple dans l'immobilier, créer un coin pour permettre par exemple aux personnes, aux clients d'accéder par exemple à des biens en off-market. Ça peut être ça par exemple. Voilà, comme on peut voir qu'actuellement chaque magasin a sa carte de fidélité, il va falloir trouver des nouvelles idées pour le faire avec cette technologie-là. Et je pense qu'il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment de l'avenir sur... la blockchain a vraiment de l'avenir sur tous ces sujets de fidélité, vraiment. Parce que
pour le coup, en fait, ça reste de l'argent que tu donnes pour qu'il soit redépensé. Donc, tu n'as pas besoin qu'il soit en euros, le truc, en fait. C'est juste un échange de quelque chose, quoi. Tu récompenses. Et je pense que la blockchain peut vraiment arriver à gérer ça. J'avais, tu vois, dans les multiples projets que j'avais en tête à l'époque, justement, je me suis dit, il y a un truc à faire, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de programmes de fidélité aujourd'hui dans les magasins retail. Et en fait, les mecs sont quand même assez dépassés. Tu vois, même déjà avec le digital, rien que pour rendre un truc hyper omnicanal, tu vois, entre le business e-commerce et le business retail, déjà, les anciens du monde de la fidélité, ils ont du mal. Et je me dis qu'effectivement, avec la blockchain, on aurait pu réunir tout ça. Oui. Et ces acteurs-là ont besoin d'une transfo. Alors, malheureusement, c'est pas eux qui vont faire la transfo, les acteurs historiques, c'est des nouveaux qui vont arriver sur le métier pour justement apporter un renouveau. La difficulté là-dessus, c'est de faire porter un wallet par tous tes clients. Oui. Tu vois, je trouve que ça, parce que là, par contre, on n'y est pas du tout, quoi. Vraiment, toi, t'as pas de souci avec ça, je pense, tu vois, tu maîtrises le sujet, tu comprends les clés, les clés secrètes, les clés publiques, etc. Mais pour certains, ça peut être compliqué. Ah ouais. Et puis, il faut faire la différence entre le hard, le soft, puis bon, putain, quand tu perds ton truc, quoi. Hein. Si t'as pas été vraiment vigilant, tu cliques pas sur mot de passe oublié, quoi. Non, malheureusement, non. Voilà. Donc, malheureusement, non. C'est quand même galère, quoi. Ouais. Et moi, j'ai perdu pas mal aussi de crypto là-dessus, parce que complètement, c'était Monero en l'occurrence. Je l'avais sur un wallet, j'avais sur un wallet spécifique, et qui était le wallet de Monero, hein, du coup, c'était eux les metteurs. Et j'ai complètement perdu mes mots de passe. Et impossible, tu vois, j'avais dû noter les phrases, les mots qui veulent rien dire, là. Les phrases qui veulent rien dire avec les mots à la suite. Et sur un papier que j'ai perdu, tu vois. Alors tous les autres, écoute, je peux te dire, mes clés Ledger, j'en ai beaucoup moins que toi, mais les clés Ledger, je les ai foutues dans un coffre à la banque. Après, la clé Ledger, c'est pas grave si tu la perds. Alors pas la clé, pardon, les petits papiers qui te livrent avec, sur lesquels tu notes les mots de passe, je les ai foutus au coffre, les clés je les ai chez moi. Moi, Donc venez pas chez moi, je les ai pas chez moi. Ce que je fais, je suis un peu parano là-dessus, parce que je me suis déjà fait pirater un MetaMask, donc je fais gaffe, mais je les ai mis sur des clés USB, et j'en ai au moins 2 ou 3, et à chaque fois que je renseigne mes mots de passe sur clé USB, je me déconnecte en plus du Wi-Fi. Donc comme ça, c'est bien. Comme ça, je suis sûre... Je suis sûre qu'il n'y a pas de souci. Mais par contre, tu vois, je suis en train de me dire que c'est un peu paradoxal de faire ce que je fais, c'est-à-dire d'aller me dire que c'est une banque traditionnelle qui sécurise mes mots de passe, qui me permettent d'accéder à la blockchain, qui est censée disrupter la banque, tu vois. C'est un peu schizophrénique, je trouve. Tu vois. Ça veut dire qu'on a encore besoin des banques, quand même. Ben oui, après, l'argent, il a énormément... En fait, les gens qui... Certaines personnes ne croient pas encore aux crypto-monnaies, à la blockchain, je peux l'entendre, hein, tout le monde ne voit pas les choses de la même manière. Mais pour moi, c'est impossible que cela disparaisse, parce que c'est comme si on enlevait la blockchain aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dessus, c'est comme si on nous enlevait Internet. Donc pour moi, le doute n'est pas dans mon esprit, c'est pas possible. Mais l'argent a beaucoup évolué. Donc il y a encore pas si longtemps que ça, la carte bleue, ça n'existait pas. Après, on a payé avec le téléphone. Il y a quelques années en arrière, ils achetaient des parcelles de terrain avec du troc, des coquillages. Donc je veux dire, les crypto-monnaies, ça reste une évolution de l'argent. Ça faisait longtemps qu'ils pensaient arrêter le cash. Les billets physiques, parce que c'est nous qui l'avons créé. Là, chaque pays est en train de créer sa monnaie numérique. Il y a l'euro numérique qui existe. Voilà, chaque pays a fait le sien. Et oui, les banques indirectement, elles vont... Moi, je trouvais cette technologie formidable, parce que du coup, on s'enlevait de ce système-là bancaire et on reprenait, entre guillemets, le pouvoir de notre argent. Mais je pense pas que ça va se passer comme ça, puisque comme les banques créent leur propre argent, elles vont pas se laisser faire, et elles sont en train de, entre guillemets, transposer leur modèle bancaire économique, mais dans la blockchain en fait. Oui, ce que tu dis, c'est que l'avenir est plus tourné vers les acteurs traditionnels vont se transformer un peu et donc adopter la blockchain plutôt que le Bitcoin, parce que c'est la monnaie la plus connue, on va dire, hein, parce qu'effectivement le Bitcoin c'est une crypto-monnaie qui a pour but d'être une monnaie en fait, et pas de soutenir un projet ou autre, voilà, et que le Bitcoin va remplacer l'euro demain, quoi. Pour toi, c'est clairement pas le cas. Je pense pas. Voilà, après, c'est mon point de vue, et puis il faut pas oublier que dans les crypto-monnaies, elles ne sont pas toutes ce qu'on appelle décentralisées. Décentralisées, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire en fait. On peut envoyer de l'argent
à la personne que l'on souhaite à l'autre bout du monde sans intermédiaire, mais il y a la moitié des autres cryptos qui sont centralisés, et donc des projets très connus et donc qui dépendent d'un acteur quand même central, quoi. Qui dépendent d'un acteur central, et donc ça va pas être autant révolutionnaire au niveau bancaire que ce que l'on pense, mais voilà, ça va enlever certains intermédiaires, mais voilà. Est-ce que tu as quelques projets à nous citer qui seraient prometteurs de ton point de vue? Là, on n'est pas loin du conseil financier, là. De ton point de vue, sans aucun conseil, ça, évidemment, on n'est pas là pour conseiller les gens, mais juste des projets que tu trouves sexy et qui pour toi ont du sens. Il y a pas mal de projets que j'aime bien. Donc, je vais parler pour moi personnellement, parce que c'est rare quand je recommande quelque chose, ou alors je le recommande à quelqu'un qui est déjà dans les crypto-monnaies, avec qui on peut s'échanger. Non, mais en plus, on ne recommande pas. Voilà. Vraiment, Natacha, c'est pas... Mais par exemple, la monnaie ADA, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ce projet-là. Et notamment, il y a une partie de ce projet-là qui a un but caritatif, par exemple, où ils sont en train de créer des écoles en Afrique. Donc, les personnes qui souhaitent participer à ça, elles peuvent aider, par exemple, à la création des écoles en faisant un don via cette monnaie-là, par exemple. Voilà, donc j'aime beaucoup ce projet-là. Et il m'a rapporté aussi pas mal d'argent, faut dire ce qui est, parce que j'en ai acheté au tout début. La monnaie dont j'ai parlé tout à l'heure. Après, moi, j'aime bien tout ce qui est gaming, etc. Donc, Decentraland. J'aime beaucoup aussi. Je trouve que ça a du sens, tu vois, l'univers est vachement, je trouve, proche. Donc, ça a vraiment du sens. Oui, tout à fait. Et puis, quand j'en parle avec certaines personnes, ils me disent oui, mais il n'y aura plus d'échanges humains, il n'y aura plus... honnêtement, déjà, les échanges entre humains, voilà, ça a déjà énormément changé. Mais il y a aussi la question environnementale, créer partout des magasins, des routes, etc. Peut-être que le fait de faire ses courses dans un monde virtuel, ça va quand même créer de l'emploi parce qu'il faudra des gens pour gérer tout ça derrière. Mais ça peut nous permettre d'avoir un peu plus de verdure plutôt que des bâtiments industriels, en fait. Donc, parce que ça évite du stockage, ça évite plein de choses. Donc, tous ces projets-là, j'aime beaucoup. Et certaines personnes aiment peut-être énormément faire les courses. Moi, personnellement, je déteste ça. Et du coup, aller vers cette technologie-là où si on a besoin de quelque chose depuis chez soi, justement, pour pas perdre du temps, on peut faire les magasins si on a besoin de quelque chose ou faire ses courses. Moi, je vote pour. Mais voilà. Bon. Excellent. Est-ce que tu as des ressources à partager avec nous qui pourraient aider ceux qui veulent s'intéresser à la crypto à mieux comprendre un peu le sujet? Alors, il y a quelques personnes que je suis. J'aime beaucoup Paul de Crypto Formation. C'est un Québécois, donc il a un charmant accent québécois pour les vidéos. Il a également publié un livre qui s'appelle La Bible du Bitcoin. Je trouve que c'est quelqu'un qui explique très bien. Il reste très prudent en plus dans ses conseils. Et il fait régulièrement des vidéos sur plein de sujets. Et je trouve qu'il est plutôt bon. Après, il y a Asher, bien évidemment. Il y a aussi les cryptos de Caro. Je trouve qu'elle explique simplement les choses. Et je trouve ça très bien. Et en plus, Caroline Jurado. Oui. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce milieu. Et c'est chouette. Et après, honnêtement, je regarde un peu... c'est vraiment les 3 personnes que je suis. Et après, là, je viens de me payer une formation sur les NFT que j'ai pas encore commencé sur Paris. Voilà. Merci Natacha en tout cas pour tout ça. Moi, tu vois, j'ai appris plein de choses. Je pense que les auditeurs ont aussi appris beaucoup de choses. Si tu es d'accord, je pense qu'on peut vraiment faire des capsules un peu plus spécifiques et théoriques, tu vois, comme je te le disais tout à l'heure. Parce que on arrive à 1 heure d'épisode, donc on n'aura pas le temps de tout balayer. Mais ça peut être sympa de faire un petit peu de crypto-théorie pour remettre un peu les bases à leur place, tu vois, dans les semaines qui viennent. Donc si tu es OK, bien sûr, avec grand plaisir. On va faire ça pour tous les auditeurs. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour finir? Pas particulièrement, à part que si vraiment quelqu'un veut se lancer dans les crypto-monnaies, je trouve que c'est une très bonne chose.
Mais il faut vraiment se renseigner, comme on se forme pour l'immobilier, se former pour la crypto-monnaie, bien prendre en compte les risques, puisque quand le Bitcoin était à 65 000 $, tout le monde voulait y aller. Après, plus personne n'en voulait. Certains ont eu peur, ont vendu à perte. Donc il faut bien se renseigner parce que c'est un peu comme la bourse et ça demande du coup, émotionnellement parlant, de prendre du recul et de ne pas se laisser influencer par les informations, par toutes ces choses-là. Je crois que ton histoire le prouve aussi, hein. C'est-à-dire tu montes à 1 million, tu chutes à 200 000, tu pourrais te dire, là, je limite la case, je vends tout, je prends mes 200 000 et je change de sujet. Et au final, on sent quand même que tu es passionné, que tu crois au sujet. Tu n'as pas fait l'erreur de peut-être tout solder justement à la casse. T'attends ton tour, quoi. J'attends mon tour. Et voilà, et c'est aussi la patience. Je crois que dans toute notion d'investissement, de toute façon, effectivement, que ce soit la bourse, l'immobilier, alors l'immobilier encore plus parce que c'est quand même quelque chose à inertie. Mais oui, c'est la patience. Ça paiera toujours plus sur le long terme que l'impatience. Tout à fait. Sur ces belles phrases philosophiques, merci Natacha. Merci. À très bientôt et merci encore à tout le monde d'être là et d'être toujours aussi présent, plus nombreux chaque semaine pour écouter des invités enrichissants comme Natacha aujourd'hui. Merci, ciao à tout le monde. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.